1914. Les grandes puissances européennes sont divisées en deux alliances rivales. La Triple Entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie, unis par la peur et la suspicion à l'égard de l'Allemagne, la nouvelle puissance la plus forte d'Europe. Et la Triple Alliance, l'Allemagne, qui craint d'être encerclée par ses rivaux, l'Autriche-Hongrie, accrochée à un empire fragile, et l'Italie, cherchant des gains aux dépens de la France. L'étincelle jaillit le 28 juin dans la ville de Sarajevo. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste slave de 19 ans nommé Gavrilo Princip. L'Autriche-Hongrie accuse sa rivale des Balkans, la Serbie, d'avoir aidé l'assassin et lui envoie un ultimatum exigeant des concessions humiliantes. La Serbie rejette l'ultimatum et l'Autriche-Hongrie déclare la guerre. En quelques heures, les forces autrichiennes bombardent Belgrade. Le tsar russe Nicolas II se sent tenu par l'honneur de défendre la Serbie, nation slave, et ordonne à l'armée russe de se mobiliser. L'empereur allemand Guillaume II a promis son soutien à l'Autriche-Hongrie. Lui et ses généraux considèrent le conflit avec la Russie comme inévitable. Et le plus tôt sera le mieux, à mesure que la force russe grandit d'année en année. La mobilisation russe est utilisée pour justifier la mobilisation allemande, suivie d'une déclaration de guerre à la Russie. L'Allemagne sait qu'une guerre avec la Russie signifie une guerre avec l'allié de la Russie, la France. Elle a élaboré le plan Schlieffen pour faire face à cette menace de guerre sur deux fronts. Premièrement, ces armées avanceront rapidement à travers la Belgique neutre pour encercler et détruire les armées françaises près de Paris et remporter une victoire rapide. Ces forces pourront alors se déplacer vers l'Est pour faire face à la Russie, dont l'immense armée mettra beaucoup plus de temps à se mobiliser. L'Allemagne déclare alors la guerre à la France. 6 millions d'hommes partent désormais à la guerre à travers l'Europe. L'Italie reste cependant neutre. Les termes de la Triple Alliance ne l'obligent pas à se joindre à une guerre offensive. Les États-Unis déclarent également leur neutralité. Le président Wilson et l'opinion publique américaine n'ont aucune envie de se laisser entraîner dans la guerre européenne. Le Royaume-Uni est l'allié de la France. Mais au début, il n'est pas clair si elle se joindra à la guerre contre l'Allemagne. Mais lorsque les troupes allemandes envahissent la Belgique, dont le Royaume-Uni garantit la neutralité, un ultimatum est envoyé de Londres à Berlin exigeant leur retrait. Cela est ignoré et le Royaume-Uni déclare la guerre. Un corps expéditionnaire britannique débarque en France, tandis que l'invasion allemande est retardée pendant des jours cruciaux par la résistance belge dans la ville forteresse de Liège. Les troupes allemandes commettent plusieurs massacres contre les civils belges. Les atrocités sont gonflées par la propagande alliée et contribuent à retourner l'opinion publique des pays neutres contre l'Allemagne. La France, ignorant la grande attaque encerclée de l'Allemagne, lance le plan 17, une offensive sur le territoire allemand. Mais lors de la bataille des frontières, ils sont repoussés avec d'énormes pertes des deux côtés. Le corps expéditionnaire britannique affronte l'armée allemande à Mons. Mais les Britanniques sont largement en infériorité numérique et rejoignent bientôt les Français dans la retraite. Les Alliés prennent position au bord de la Marne, à 65 km de Paris. Leur contre-attaque désespérée sauve la ville et repousse les Allemands. Les deux camps subissent 250 000 de victimes. La course à la mer commence alors que les deux camps tentent de se déborder vers le nord. Une série d'affrontements mène à la première bataille d'Ypres, où les Alliés s'accrochent désespérément et empêchent une percée allemande. Les pertes sont encore plus lourdes des deux côtés. Les deux armées se retranchent ensuite sur tout le front de 563 km, cherchant un abri contre les tirs meurtriers de mitrailleuses et d'obus d'artillerie. La guerre des tranchées a commencé.
Les navires de guerre britanniques remportent la première bataille navale de Heligoland, coulant 3 croiseurs allemands. Le Royaume-Uni possède la marine la plus puissante du monde, 29 cuirassés modernes contre 19 pour l'Allemagne. Ils imposent désormais un blocus naval à l'Allemagne, empêchant les marchandises de contrebande, y compris la nourriture, d'y parvenir par voie maritime. L'objectif est de mettre l'économie allemande à genoux et de la forcer à capituler. Mais une semaine plus tard, le croiseur britannique HMS Pathfinder devient la première victime de l'histoire d'une nouvelle arme mortelle, la torpille lancée depuis un sous-marin. Les sous-marins allemands, ou U-Boats, ont une portée en surface de 14 480 km et peuvent attaquer sans être détectés sous les vagues. Ils annoncent un nouveau défi mortel pour la maîtrise britannique des mers. Sur le front de l'Est, les armées russes envahissent la Prusse orientale. Mais ils échouent lors de la bataille de Tannenberg, où le général von Hindenburg et son chef d'état-major Erich Ludendorff organisent une brillante victoire allemande, faisant 90 000 prisonniers et détruisant toute une armée russe. Les Russes contribuent à leur propre défaite en transmettant des messages sans fil non codés. Une deuxième victoire allemande massive au lac de Masuri oblige les Russes à battre en retraite. En seulement 6 semaines, l'armée russe subit près d'un tiers de millions de victimes. Pendant ce temps, l'invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie subit un revers humiliant lors de la bataille de Tser. L'offensive austro-hongroise contre la Russie se solde elle aussi par un désastre et une retraite, avec la perte de plus de 300 000 hommes. La ville forteresse de Przemyśl est isolée et assiégée par les Russes. Les Allemands sont contraints de venir à la rescousse en lançant une attaque de diversion vers Varsovie. Cela conduit à des semaines de combats hivernaux brutaux autour de la ville polonaise de Łódź, mais il n'y a pas de vainqueur clair. Pendant ce temps, l'Empire ottoman turc a rejoint les puissances centrales, déclarant la guerre à son vieil ennemi, la Russie. Les navires de guerre turcs bombardent les ports russes d'Odessa et de Sébastopol, tandis que dans le Caucase, les troupes russes franchissent la frontière turque. Au-delà de l'Europe, la guerre fait rage sur les océans du monde et dans les colonies européennes les plus reculées. Les troupes allemandes pénètrent en Afrique orientale britannique, le Kenya moderne, et occupent Taveta. Tandis que les forces alliées s'emparent de la colonie allemande du Togoland, le Togo moderne. Mais les forces britanniques, envahissant le Cameroun allemand, sont vaincues à Garoua et à Nsanakang. Tandis qu'une force de 3000 hommes attaquant le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie, est capturée à Sainte-Fontaine. Un mois plus tard, les débarquements britanniques à Tanga se terminent par le chaos et la défaite face à une force allemande beaucoup plus petite, dirigée par le colonel Lettow Vorbeck. Coupé de l'Allemagne, Lettow Vorbeck mène ensuite une guérilla très réussie contre les Alliés, immobilisant un grand nombre de troupes. En Asie, le Japon honore son traité avec le Royaume-Uni et déclare la guerre à l'Allemagne. Les forces japonaises s'emparent de la base navale allemande de Qingdao. Les colonies allemandes de Samoa et de Nouvelle-Guinée se rendent aux troupes de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Mais dans le Pacifique, au large des côtes chiliennes, la puissante escadre de l'Extrême-Orient de l'amiral allemand von Spee coule 2 croiseurs britanniques lors de la bataille de Coronel. Les 2 navires sont perdus avec tous ceux à bord. 5 semaines plus tard, ils rencontrent une force opérationnelle navale britannique aux îles Malouines. 4 de ces 5 croiseurs allemands sont coulés. Von Spee tombe avec son vaisseau amiral. Au Moyen-Orient, les troupes britanniques prennent le contrôle du port ottoman de Bassora, garantissant ainsi l'accès au pétrole persan vital qui alimente la flotte britannique.
Cet hiver-là, les troupes autrichiennes s'emparent enfin de Belgrade. Mais les Serbes contre-attaquent alors et les repoussent une fois de plus. Les combats en Serbie ont déjà fait environ 200 000 victimes de chaque côté. Dans la mer du Nord, les navires de guerre allemands lancent un raid éclair contre les villes côtières anglaises, bombardant Hartlepool, Whitby et Scarborough et tuant plus d'une centaine de civils. Sur le front occidental, les Français lancent leur première grande offensive contre les lignes allemandes. Mais la bataille de Champagne entraîne de petits gains au prix de 90 000 victimes. Dans le Caucase, une offensive ottomane à travers les montagnes en plein hiver se termine par un désastre à Sarikamish. Les pertes turques s'élèvent à 60 000 personnes, dont beaucoup sont mortes de froid. Sur le front occidental, le premier Noël est marqué dans certains secteurs par une courte trêve et des matchs de football dans le No Man's Land, la zone de massacre située entre les tranchées.